Bonjour tout le monde, je m'appelle Kate Bush, je suis la coordinatrice des programmes et services à la Société SLA de Québec. C'est mon grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Sophie Dupont, orthophoniste à la Centre de réadaptation du Québec, et Dr. Alec Cooper, qui est médecin qui a travaillé longtemps avec le militaire canadien et qui est une personne qui vit avec la SLA. Bienvenue et je laisse ça à vous de continuer sur le clonage vocal. Merci beaucoup. Bonjour, alors je vais débuter le partage de mon écran. Juste me confirmer que tout est correct. Voilà, c'est parti. Alors, comme Kate l'a dit, je suis Sophie Dupont, je suis orthophoniste au programme PASEC, le programme des aides au contrôle de l'environnement et de la communication au Centre de réadaptation IRDPQ, rattaché au CIUS de la capitale nationale, donc à Québec. Aujourd'hui, je vais vous entretenir du clonage vocal, qui dans le fond, c'est une option innovante parmi les technologies vocales disponibles dans les outils de suppléance à la communication. Avant de commencer, juste petit avertissement au niveau des limites et considérations professionnelles de mon côté. Donc aujourd'hui, je vais parler de produits, d'applications logicielles et de produits commerciaux, mais je n'ai aucune affiliation commerciale avec ces produits. Ce sont mes outils de travail clinique. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est basé sur mon expérience clinique, principalement avec des clients francophones, à l'exception de M. Cooper, qui est en fait parfaitement bilingue. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est basé sur, en ce qui concerne les produits, là, basé sur des informations diffusées là, de façon publique par les compagnies, notamment sur Internet. Ce que je vous partage aujourd'hui, j'espère que c'est bien valide à ce jour. Ce l'est à ma humble connaissance, mais il faut garder en tête que le domaine évolue rapidement puis que les compagnies peuvent changer leurs produits et modalités sans avertissement. Et aux personnes atteintes là, qui se sentiront peut-être concernées par ce qu'on va discuter aujourd'hui, je vous invite là, pour plus d'informations puis une évaluation véritable et clinique à contacter votre orthophoniste ou votre programme spécialisé en aide technique à la communication pour être bien orienté et accompagné dans une démarche clinique. Donc, petite introduction, je ne pouvais pas plonger immédiatement dans le clonage vocal sans présenter un peu des concepts là, qui sont préalables. C'est sûr que pour les professionnels de la santé qui assistent aujourd'hui, ça va être des redites, mais pour toutes les personnes qui sont plutôt des proches ou des personnes atteintes, je pense que c'est important de remettre tout ça dans son contexte. Donc, la SLA peut entraîner une altération, donc une détérioration progressive de la parole. Les symptômes sur le plan de la parole vont apparaître probablement plus tôt et de façon plus marquée chez les personnes atteintes de la forme bulbaire que de la forme spinale. Ça va se présenter sous la forme variable d'une personne à l'autre, bien sûr, avec une progression qui est aussi spécifique à chaque personne, mais ça peut se présenter par une intensité vocale qui est faible, une articulation qui est imprécise, une parole ralentie, une intonation plus monotone, une résonance plus hypernasale, une voix rauque enrouée, qui va entraîner, dans le fond, pour la personne atteinte, que la parole peut devenir fatigante à produire. Et pour les interlocuteurs, la parole peut devenir difficile à comprendre. Et dans certains cas ou à certains moments, on va observer une perte complète de la parole fonctionnelle. Donc, ces éléments-là vont amener la personne à devoir se tourner vers un outil technologique de suppléance à la communication avec sortie vocale. Donc, pour ceux, là, particulièrement là, les personnes atteintes et leurs proches qui veulent plus d'informations sur ce préambule-là, je vous invite à consulter sur le site de la Société SLA une présentation justement que j'avais faite avec une autre orthophoniste il y a quelques années qui détaille plus cet aspect-là. Donc, on vient de dire que éventuellement, les personnes pourraient avoir besoin d'outils technologiques de suppléance à la communication avec sortie vocale.
En quoi ça consiste, tout ça? Ça consiste, dans le fond, en un dispositif, des logiciels ou des applications qui vont permettre à la personne atteinte qui a une incapacité à parler de s'exprimer oralement à l'aide d'une voix de remplacement. Il y en aura différents types, en sélectionnant des messages programmés à l'avance ou en rédigeant un message spontané à l'aide d'un clavier. Donc, ça se décline sous la forme d'applications spécialisées qu'on va trouver sur des téléphones cellulaires et des tablettes électroniques. Ça peut aussi se décliner en logiciels spécialisés qu'on va l'installer sur des ordinateurs ou des tablettes électroniques dans l'environnement Windows. Et dans certains cas un peu plus rares au Québec, mais certains cas spécifiques, ça peut se décliner sous la forme d'appareils dédiés, qui sont des appareils électroniques conçus spécifiquement pour la communication, puis qui, eux, sont issus du marché médical spécialisé. La personne atteinte qui a besoin d'utiliser ça va le faire par le mode d'accès qui est adapté à sa condition, qui va devoir être évalué probablement par un ergothérapeute. Donc, on peut utiliser les outils de communication à l'aide de l'accès direct, donc le doigt qui touche à l'écran. Ça pourrait être une souris régulière, des souris adaptées, ça pourrait être souris à la tête, balayage avec des interrupteurs, caméra de contrôle oculaire. Je vous présente ça vraiment sommairement, juste pour dire que c'est dans ce contexte-là que la sortie vocale de ces outils-là va s'appliquer. Donc, je vous montre ici quelques exemples d'outils technologiques de suppléance à la communication qui utilisent une sortie vocale. Donc, on voit certains produits qui vont s'utiliser sur iPad, sur téléphone cellulaire, même sur montre Apple Watch. On voit ici une personne qui a un appareil dédié, un appareil spécialisé qui est fixé à son fauteuil roulant. Et on voit ici, par exemple, une tablette Windows avec un logiciel et ici, une autre déclinaison là, de tablette avec application de communication. Donc, en gros, ça peut ressembler à ça. Dans ces outils-là, on va observer 4 types de sorties vocales. On a ce qu'on appelle la voix de synthèse standard. On peut avoir du message banking ou en français banque de messages personnalisés. On peut avoir du voice banking, une voix de synthèse personnalisée. Et là, dans les dernières années, s'est ajoutée une solution innovante qui est le clonage vocal. Encore une fois, avant de parler du clonage vocal, je vais brièvement vous parler des autres types de sorties vocales parce que ça permet vraiment de comprendre où se situe le clonage vocal par rapport aux autres solutions disponibles sur le marché et qui sont, bien honnêtement, puis je vais y revenir plus tard, beaucoup plus encore répandues et fréquentes que le clonage vocal. Donc, d'habitude, dans ma pratique clinique, le plus souvent, mes patients qui utilisent un outil de communication vont le faire à l'aide d'une voix de synthèse standard. Qu'est-ce que c'est? C'est une voix artificielle, on pourrait dire générique, qui est faite là, par un logiciel, par ordinateur, qui est installé, préinstallé dans les outils de communication. Il existe des voix standards, de synthèse standard d'hommes, de femmes, d'adultes et d'enfants, selon les compagnies. Ça va être disponible dans certaines langues, certains accents, puis certaines vont être plus naturelles, d'autres plus robotiques. Ça dépend de la qualité, puis aussi de l'interprétation de chacun. Je vous montre. Là, je vais sortir de mon partage d'écran pour pouvoir vous faire, pour pouvoir revenir au partage et vous faire entendre un court exemple. La voix nommée Amélie en variété français-canadien. Donc, vous allez entendre la voix pour chaque segment. J'ai un rendez-vous avec mon médecin à l'hôpital Saint-François d'Assise. Puis, de nouveau, je peux énoncer la phrase. J'ai un rendez-vous avec mon médecin à l'hôpital Saint-François d'Assise. C'est le genre de voix de synthèse standard qui est couramment utilisé. Voici maintenant la même phrase, mais cette fois-ci, la voix de synthèse standard qui a été sélectionnée s'appelle Daniel, issue de la variété français de France. J'ai un rendez-vous avec mon médecin à l'hôpital Saint-François d'Assise. Voici maintenant
Vous m'entendez de nouveau? OK, parfait. Donc, les voies de synthèse standard, qu'est-ce que ça demande comme démarche à la personne et à son équipe traitante? En fait, ça ne demande aucune démarche. Donc, après que les troubles de la parole soient apparus chez la personne, elle bénéficie d'une évaluation en orthophonie, identifie un outil de communication et pour utiliser la voie de synthèse standard, il n'y a pas vraiment de démarche à faire, simplement aller tester les différentes voies qui sont disponibles dans l'outil qui a été choisi et choisir celle qui plaît le plus à l'utilisateur. Donc, ça, c'est la première option, la voie de synthèse standard. Deuxième possibilité en termes de sortie vocale, on commence à voir l'apparition de banques de messages personnalisées ou message banking. Cette démarche-là s'adresse aux personnes atteintes avant que leur parole ait commencé à se détériorer. Donc, ça consiste à enregistrer pour la personne une liste précise de messages de son choix avec sa voix naturelle et saine avant que celle-ci ne se détériore ou ne se détériore trop. On va dire ça comme ça. Donc, ça va permettre à la personne de conserver une petite partie de son identité vocale pour quelques messages ciblés. Donc, ces messages-là, avec sa voix naturelle, vont être un complément aux autres messages qui vont être énoncés dans l'outil de communication avec la voie de synthèse standard que je vous ai présentée tout à l'heure. Je quitte de nouveau le partage pour pouvoir vous faire un petit exemple. Là. Il y a un petit enjeu là, de sortie vocale avec l'application Zoom. Voici un exemple dans une application de communication où j'alterne entre certains messages issus d'une banque de messages personnalisés que j'ai enregistrés au préalable avec ma voix. Et j'alterne, donc ça c'est un complément aux autres énoncés qui vont utiliser la voie de synthèse standard. Donc on écoute ici la voie de synthèse standard. Le travail est terminé. Et là, je vais aller sélectionner un message pour lequel j'ai associé un enregistrement personnalisé. Parfait, Catherine. À tantôt! Hein, d'où on a plus d'intonation, où c'est plus personnalisé. Bye bye! Hein, peut-être que c'était la façon de la personne là, qui évoque vraiment sa personnalité. Bisous, bisous! Donc, on va réserver ces messages-là personnalisés avec notre propre voix à des éléments peut-être plus émotifs, plus reliés à la relation, plutôt que d'utiliser la voix de synthèse standard qui est beaucoup plus neutre. Se voit. Donc, certaines personnes vont décider de faire des messages personnalisés et d'autres ne vont pas aller vers cette option. La banque de messages personnalisés, quand peut-elle se mettre en place? Avant que les troubles de parole apparaissent. On demande à la personne atteinte de faire la liste des mots, des expressions et des phrases spécifiques pour lesquelles on veut conserver sa voix naturelle. À l'aide d'une application dans son téléphone cellulaire ou dans son ordinateur, on va aller faire l'enregistrement de la voix saine qui dit naturellement et avec intonation chaque élément de la liste. Et on va aller conserver ces quelques enregistrements, identifiés clairement là, pour se comprendre après, dans un répertoire qui sera utilisé plus tard lorsque le besoin se fera sentir. Donc ça, on est à notre deuxième option, voix de synthèse, message personnalisé. Troisième option qui s'est développée aussi, on pourrait dire, relativement dernièrement, c'est de façon plus récente, oui, c'est ça. C'est la voie de synthèse personnalisée ou voice banking. Puis là, c'est là où il y a une parenté encore plus proche entre le voice banking et ce que je vais vous présenter pour le clonage vocal. Donc, c'est ça la pertinence là, de présenter cet aspect-là. Qu'est-ce que c'est la voie de synthèse personnalisée? C'est une voie de synthèse unique qui est créée à partir de la voix naturelle d'une personne avant que les troubles de parole apparaissent. Donc, c'est dans l'éventualité où une personne, justement, ne veut pas utiliser la voix générique et neutre des voies de synthèse standard, elle se lance dans un processus d'avoir une voie de synthèse personnalisée.
Elle doit le faire avant que sa parole se détériore, sans quoi la qualité n'est vraiment pas bonne de ces voix-là. Donc, comment ça fonctionne? La personne va aller enregistrer un nombre défini de phrases précises qui sont fournies dans le protocole des compagnies qui offrent ce service. À l'aide de ces phrases définies, l'algorithme de la compagnie va générer une voix de synthèse qui ressemble à la voix de la personne et elle va être conservée par la compagnie jusqu'à ce que la personne ait besoin d'utiliser plus tard dans un outil de communication. Donc, cette voix-là, elle va, quand on l'installe dans un outil de communication, elle va permettre d'énoncer n'importe quel message. Et elle ne requiert pas de connexion Internet puisqu'elle est installée dans l'outil de communication de la personne. Il faut comprendre que c'est un service qui est payant. Le prix va être variable selon la compagnie qui fait la voix et les frais seront à la charge du patient. Quelques exemples de compagnies qui font du voice banking, des voix personnalisées. Il y a My Own Voice Acapella, qui, à ma connaissance, est la seule disponible en français à ce jour. Model Talker, Voice Keeper. Et maintenant, il y a la voix personnelle qu'on peut faire dans notre iPad, mais ces trois-là que je vous présente ne sont pas disponibles encore en français. Elles le sont en anglais et dans d'autres langues. Mais personnellement, moi, je les maîtrise peu parce que j'ai beaucoup... je travaille davantage là, de façon très majoritaire avec des patients qui parlent français. Donc, mon expérience se limite là, plutôt à Acapella, My Own Voice. Je vais vous montrer un petit exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Puis à noter que ma voix à moi, lorsque je l'ai faite avec la compagnie Acapella My Own Voice, j'ai peut-être pas été dans les conditions les plus idéales pour réaliser les enregistrements, si bien que la qualité de la mienne, vous allez l'entendre, n'est pas extraordinaire à mon sens, à moi. Mais je vous invite à l'écouter. Ici d'une personne qui veut appeler un taxi et se présenter. Bonjour, j'utilise un appareil pour communiquer, car ma parole est difficile à comprendre. S'il vous plaît, soyez patient durant notre échange. Alors ça, c'est la voix qui veut reproduire la mienne. Mettons un autre message. Bonjour, j'attends la livraison de ma commande d'épicerie, qui devait m'être livrée plus tôt. Donc, voilà pour un petit exemple. Si je retourne, on va y arriver au clonage vocal. Donc, juste pour remettre aussi en perspective, pour réaliser une voix de synthèse personnalisée, ça doit se faire avant que les troubles de parole apparaissent. Et on doit suivre un protocole rigoureux d'enregistrement de mots et de phrases qui est établi par la compagnie qu'on va avoir choisie. On doit, dans un environnement silencieux, à l'aide d'un microphone de bonne qualité, faire l'enregistrement de la voix de la personne qui lit ou dit naturellement chaque item de la liste. Comme je disais tout à l'heure, une fois le protocole de la compagnie complété, ça va générer la voix et elle va être conservée sans frais jusqu'à ce que la personne en ait besoin dans son outil de communication et commence à payer pour son activation. Bon. Fait que ça, comme je vous dis, la voix de synthèse personnalisée, là, mettons qu'on est dans la pyramide là, des sorties vocales, on est comme au 3e niveau. Au 4e et dernier niveau se trouve une innovation technologique relativement récente qui est le clonage vocal qui se fait avec l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est le clonage vocal? C'est une voix de synthèse unique et dynamique qui est créée à partir de la voix naturelle d'une personne. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est qu'elle peut être créée avant ou après que les troubles de la parole soient apparus. Parce qu'en fait, on est moins contraint dans le type d'enregistrement qui vont venir nourrir l'algorithme et le logiciel qui va créer la voix. Donc, la personne va aller soumettre des enregistrements variés de sa voix, pas de liste précise d'énoncés.
et des enregistrements antérieurs pourraient être valides. Mettons que la personne a beaucoup de difficultés à parler, mais qu'elle a conservé des enregistrements de sa voix saine, ils vont pouvoir être utilisés. Des algorithmes avancés d'intelligence artificielle permettent d'analyser les enregistrements et de reproduire dans un clone les caractéristiques vocales spécifiques de la personne. Donc, on va s'approcher quand même beaucoup des intonations, du rythme et du timbre de la voix naturelle de la personne. Cette voix-là, ce clone vocal-là, va permettre d'énoncer n'importe quel message dans notre outil de communication, pourvu que l'outil soit branché sur Internet. Ça, c'est une spécificité de cette voix-là, puisque, dans le fond, à chaque fois qu'on lui demande à la voix d'énoncer une phrase de notre choix, elle va consulter l'algorithme en temps réel, l'algorithme de l'intelligence artificielle, et génère en temps presque direct et de façon dynamique notre clone. Ce service-là est généralement payant, mais il est gratuit pour les personnes atteintes de la SLA grâce au Impact Program que je vais vous programme Impact que je vais vous présenter. Donc, on va peut-être tout de suite se lancer. Là, je vais vous présenter une petite phrase là, que mon clone vocal a énoncée. Entendre le clone de ma voix. Alors, j'ai composé ce message-là, je vous le lis avec ma voix naturelle. Ce serait vraiment génial que vous veniez au chalet samedi. Tu vas pouvoir te libérer vers quelle heure? J'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras, ma chouette. Fait que ça, c'est ma voix naturelle et je vous fais ici écouter, à l'aide du bouton ici au parleur, ma voix, mon clone vocal 11 Labs. Ça serait vraiment génial que vous veniez au chalet samedi. Tu vas pouvoir te libérer vers quelle heure? J'ai tellement hâte de te serrer dans mes bras, ma chouette. Alors, vous pouvez constater que le clone vocal est quand même assez proche de ma voix naturelle. Je suis de retour. Alors, dans le fond, comme je l'ai mentionné là, dans la diapo précédente, le clonage vocal, à ma connaissance, pour l'instant, n'est disponible qu'au sein d'une seule compagnie qui s'appelle 11 Labs. Je vous mets ici là, pour les cliniciens et les personnes atteintes et leur entourage, je vous mets ici un lien qui est le lien de la compagnie, qui contient vraiment beaucoup d'informations sur tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis c'est quand même assez technique. Il y a beaucoup de procédures. Je ne peux pas, dans le cadre du webinaire aujourd'hui, vous présenter toutes les procédures. Ça serait un peu aride et long, mais vraiment toute l'information est disponible et facilement accessible sur leur site. Je vais vous diffuser là, les concepts clés là, par la suite, mais vraiment ce lien est à garder en tête. Ils ont aussi des tutoriels très pas à pas lorsque vient le temps de se lancer dans la démarche de création de clones vocales. Moi, je vais vous présenter, comme je vous dis, de façon un peu plus synthétisée. Donc, qu'est-ce qu'une démarche de création de clones vocales avec 11 Labs? Comme je le disais, cette démarche peut se réaliser avant ou après que les troubles de la parole soient apparus. Donc, je disais, discutez-en avec votre orthophoniste si c'est possible. Ça doit être réalisé dans le contexte où on pense à une éventualité qui va nécessiter d'utiliser un outil de communication. Ça va, tu sais, la décision ou la mise en branle là, du processus pour faire ça, ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre de l'importance accordée aux caractéristiques de la voix de synthèse. Parce que j'ai vraiment des patients
pour qui c'est pas nécessaire, c'est pas une priorité pour eux. Ça m'est même déjà arrivé d'avoir un patient, un masculin, qui souhaitait avoir une voix de synthèse standard féminine parce qu'il avait l'impression que c'était sa conjointe qui parlait, puis ça lui plaisait comme ça. Donc, c'est vraiment un choix très personnel là, de se lancer ou non, de s'intéresser ou non à cette démarche-là. Puis, il faut garder en tête les étapes à suivre, puis de l'énergie à déployer pour créer un clone vocal Eleven Labs. Il faut garder en tête aussi que la démarche va se faire plus ou moins aisément selon l'aisance de la personne atteinte avec l'informatique, avec l'anglais, parce que beaucoup du matériel sur le site d'Eleven Labs est en anglais, mais maintenant, on a plein d'options de traduction dans nos ordinateurs, mais d'emblée, l'information diffusée est en anglais. Et ça va dépendre aussi chez la personne atteinte de sa disponibilité à s'engager dans une démarche de clonage vocal. Il faut mettre ça dans la balance des priorités qu'on a dans notre vie au moment ou après notre diagnostic. Donc, depuis très peu de temps, dans le cadre de quand j'ai préparé la présentation d'aujourd'hui, comme je vous dis, ça évolue tout le temps. J'ai constaté sur le site Internet tout récemment que maintenant, une personne atteinte pourrait entamer la démarche de façon autonome, ce qui n'était pas possible avant. Il devait vraiment tout le temps y avoir l'intermédiaire d'un professionnel de la santé, mais quelqu'un qui aurait les ressources informatiques, organisationnelles, pourrait se lancer de façon autonome dans le début du processus, création de compte, enregistrement, etc. Dans plusieurs cas, par expérience clinique, je dirais que la plupart des personnes vont avoir besoin de support dans cette démarche-là, puis c'est tout à fait normal et valide. Faut voir, par contre, quel support les personnes vont pouvoir obtenir. J'ai mis des petits guillemets là parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Les offres de services, des services en santé là, autour de la SLA peuvent être un peu spécifiques là, à chaque région, à chaque centre de réadaptation, à chaque hôpital, tout ça. Donc, c'est sûr que comment je vous dirais, le système de la santé n'a probablement pas la capacité d'accompagner finement chacun des patients dans une démarche de clonage vocal parce que à l'échelle des services à offrir puis des services prioritaires, c'est probablement pas le clonage vocal qui est au-dessus des priorités, mais le fait de participer au webinaire aujourd'hui, de vous informer à ce sujet-là, ça donne déjà de l'information. Puis après ça, je pense que ça va être du cas par cas, à savoir quel type de support clinique les personnes peuvent obtenir. Donc, qu'un patient le fasse de façon autonome ou accompagnée, les éléments préalables, lorsqu'on va aller sur le site de Eleven Labs, les éléments préalables à avoir préparés avant, c'est de détenir un rapport médical qui atteste le diagnostic de SLA. Et même si la personne commençait le processus de façon autonome, ça prend quand même pour l'adhésion les coordonnées de l'orthophoniste traitante ou d'un professionnel de la santé qui est pivot dans votre dossier. Dans certains cas, d'autres documents peuvent être demandés, mais là, je ne voulais pas m'étendre dans le cas par cas. La personne doit être détentrice d'un compte courriel parce qu'il va y avoir des validations de sécurité, tout ça par courriel. Et la personne doit avoir la capacité à rassembler des enregistrements antérieurs de sa voix saine, si elle n'est plus saine aujourd'hui, ou si sa voix est encore saine aujourd'hui, elle doit pouvoir mettre en œuvre, avoir la capacité de réaliser de nouveaux enregistrements vocaux pour venir nourrir l'algorithme. Donc, quels sont les critères pour les enregistrements vocaux qu'on va aller soumettre à Eleven Labs? On va viser le plus possible. À l'impossible, nul n'est tenu, mais pour avoir une meilleure qualité, on va viser des enregistrements dans lesquels il y a peu ou pas de bruit de fond, pas trop de réverbération, où on n'entend que la voix de la personne visée. Donc, pas un dialogue entre deux personnes, vraiment juste la personne qui parle. On essaie d'avoir des enregistrements dans lesquels le volume est assez constant, où il n'y a pas des silences trop longs. Idéalement, on va souhaiter que les enregistrements soient dans le format MP3, mais d'autres formats pourraient être admissibles, ou des fois, on peut, à l'aide de petits logiciels simples, faire des conversions. Fait qu'il n'y a pas trop de contraintes quand même là-dessus.
Donc, on peut utiliser des enregistrements. Mettons que la personne, sa voix est altérée aujourd'hui. On peut utiliser des enregistrements, comme je l'ai répété souvent, antérieurs. Puis, tu sais, des fois, on se dit, ah, mais c'est quoi que j'ai comme message, tu sais, comme enregistrement de ma voix d'avant? Bien, des fois, on peut regarder dans notre téléphone cellulaire, on peut avoir des messages audio qu'on s'était envoyés par texto ou par messagerie de réseaux sociaux. On peut avoir des messages qu'on aurait conservés ou que nos proches auraient conservés de notre voix dans leur boîte vocale, s'ils n'ont pas fait le ménage. Ça peut être, on peut avoir des vidéos qui ont été réalisées dans notre vie personnelle. Exemple, j'avais une patiente là, qui avait réalisé un super beau vidéo pour faire un bien cuit, là, un hommage à son conjoint. Donc, on a pu utiliser cet enregistrement-là. Si la personne a déjà donné une conférence ou fait une présentation magistrale qui a été enregistrée, ce sont tous des enregistrements qui sont valides pour venir nourrir le clone vocal. On peut utiliser entre 10 à 120 minutes d'enregistrement. C'est sûr que plus on fournit une quantité importante d'enregistrement de qualité, plus le clone vocal va être performant. Mais des fois, on doit travailler simplement avec ce qu'on a. Fait qu'on va viser généralement un minimum de 30 minutes d'enregistrement. Et donc là, je vous ai parlé un peu là, des caractéristiques des enregistrements antérieurs si la personne, sa parole est difficile aujourd'hui. Mais si la personne, sa voix est en début là, de processus, si sa voix est encore saine, bien, il y a possibilité aujourd'hui de faire de nouveaux enregistrements qui vont pouvoir être utilisés. Avec quoi on pourrait faire de nouveaux enregistrements? On peut se tourner vers des logiciels ou des applications pour faire des enregistrements. Donc, j'ai mis ici quelques exemples de choses qui sont gratuites et disponibles généralement sur les appareils électroniques des gens. Donc, Audacity, c'est un logiciel qu'on va pouvoir utiliser sur notre ordinateur. Dictaphone, c'est l'application un peu native là, dans les iPhones. Ici, j'ai Easy Voice Recorder, qui est une application pour ceux qui ont un téléphone Android. Ce ne sont que des exemples. Il y en a d'autres qui seraient tout à fait valides. Donc, une personne pourrait décider de réaliser des enregistrements avec ces outils-là. Si on y va avec c'est ça, ce cas de figure-là où la personne réalise des nouveaux enregistrements, les critères, ça va être les mêmes que j'ai présentés tantôt pour les enregistrements là, antérieurs. Mais on va en profiter, si notre voix est encore saine, encore bonne, pour varier les types de discours. On pourrait, par exemple, enregistrer des conversations. On pourrait, par exemple, raconter une anecdote dans laquelle on va avoir de l'intonation, du vocabulaire qui nous est familier. On peut aller faire des descriptions, poser des questions, énoncer des besoins, se mettre dans des situations hypothétiques où on varie les interlocuteurs, où est-ce qu'on parle à notre conjointe, où est-ce qu'on parle à notre enfant. On peut aller sur un site Internet, lire les nouvelles. On pourrait lire des dialogues dans un livre, utiliser du langage familier, du langage soutenu. Le but étant de nourrir le clone avec une variété de discours dans lequel on parle de façon naturelle. C'est ça qui va faire que le résultat du clone va être heureux, va être performant. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait ces enregistrements-là, c'est là où je ne vais pas aller dans le détail là, du pas à pas là, du site Internet d'Eleven Labs, mais on suit le pas à pas qui nous est recommandé. On va aller après avoir créé notre compte, avoir été accepté, on va aller déposer nos enregistrements et la compagnie va générer notre clone vocal. Notre clone vocal, il va pouvoir être utilisé dans des logiciels et des applications de communication, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, on a ici des exemples, là, je vais y revenir dans la prochaine slide. Puis, dans le fond, c'est comme si, juste pour que ça soit clair, là, je sais que tout ça, c'est un peu technique, là, Eleven Labs, c'est la compagnie qui fait le clone vocal. Après ça, cette compagnie-là, jusqu'à maintenant, elle est distincte des applications et logiciels de communication standard. Donc, on va essayer, l'étape subséquente, ça va être de jumeler ces deux éléments-là, de venir jumeler le clone vocal à l'outil de communication qui a été jugé pertinent par l'orthophoniste. Donc, il y a notamment
Bridging Voice, qui est une tierce compagnie qui, elle, travaille à faire ce jumelage-là, justement. C'est un organisme à but non lucratif qui fait partie du programme Impact d'Eleven Labs, dont le but est de donner l'accessibilité vocale aux personnes qui ont la SLA et d'autres diagnostics de façon gratuite. Puis eux, ce qu'ils ont fait chez Bridging Voice, c'est qu'ils ont développé un logiciel qui permet d'intégrer le clone vocal d'Eleven Labs dans les applications et logiciels de communication. Donc, à l'aide là, de ce jumelage-là, on va par exemple pouvoir utiliser notre clone vocal dans l'application de communication Assistant Parole, qui est disponible sous environnement Apple et Android. On pourrait l'utiliser aussi dans le logiciel Grid 3, qui est sous Windows, ou Grid for iPad. On pourrait aussi l'utiliser dans l'application Predictable, disponible dans les tablettes et téléphones Apple et Android. Possible aussi d'utiliser dans l'application ou le logiciel TD Snap. Donc, j'ai mis celui avec des petites photos parce que dans ma pratique à moi, ce sont principalement ces outils-là qui, selon le profil de la personne atteinte, vont être choisis au terme d'une démarche d'évaluation. Ils sont aussi, ce jumelage-là est quand même possible avec le logiciel MindExpress ou Communicator 5, que moi, j'utilise de par ma clientèle et d'autres facteurs, j'utilise moins, mais je tiens à mentionner que c'est disponible aussi. Donc, on voit quand même que, puis au départ, là, il y avait moins d'applications qui étaient disponibles, mais on voit qu'il y en a vraiment de plus en plus, là, que cette accessibilité-là au clone vocal est de plus en plus présente là, au sein des applications de communication. Donc, les concepts clés par rapport au clonage vocal, c'est que la compagnie Eleven Labs, puis ça c'est un petit, c'est vrai, avant de rentrer dans les concepts clés, je ne vous ai pas dit, Eleven Labs, ce n'est pas une compagnie dont la compagnie n'a pas été créée pour répondre aux besoins des personnes avec des incapacités sur le plan vocal. C'est une compagnie qui fait vraiment des produits commerciaux qui sont utilisés là, pas du tout dans la sphère médicale, là, qui sert à faire, mettons, du cinéma, des podcasts, des choses comme ça, mais dans le fond, on pourrait dire qu'ils ont eu une ouverture, je ne sais pas comment dire, là, de bienveillante et peut-être un peu philanthropique, là, d'utiliser un produit qui était très commercial au bénéfice des personnes qui ont des incapacités sur le plan de la parole. Donc, ils ont accepté que leur produit soit utilisé gratuitement. Ils ont créé le programme Impact qui fait qu'on peut, avec cette compagnie-là, obtenir un clone vocal gratuitement aux personnes atteintes de la SLA. Ce que je veux que vous reteniez aussi, c'est que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça peut être créé après l'apparition des troubles de la parole. On peut le faire avec des enregistrements antérieurs variés. C'est assez peu contraignant. Le résultat, dans beaucoup de cas, donne lieu à un clone vocal qui est assez réaliste et proche de la voix naturelle. Et chez certaines personnes, le fait que cette voix-là soit proche d'elle, soit réaliste, ben, ça va venir susciter la motivation à utiliser un outil de communication, un sentiment d'appartenance puis d'identité qui peut être renforcé. Et le clone vocal Eleven Labs peut, comme je vous l'ai présenté, s'utiliser dans plusieurs outils de communication. Fait que ça, on pourrait dire que ce sont vraiment les points positifs et les points clés là, du clonage Eleven Labs. C'est sûr qu'en contrepartie, il peut y avoir certains désavantages ou certaines limites. Donc, le processus de création de compte, d'enregistrement, tout ça, bien, ça demande quand même temps, effort, aisance avec l'informatique ou, si ça, c'est pas présent, aide externe. Donc, aide potentiellement de la famille, des proches ou des intervenants de la santé, si disponible. Comme je vous l'ai dit aussi, pour être utilisé, le clone vocal a besoin d'une connexion Internet. Donc, pour les personnes qui sont, par exemple, qui utilisent leur outil de communication en déplacement, bien là, ça va venir prendre quand même beaucoup de jus là, des données Internet. On a des façons de contourner ça en retournant à une voie de synthèse standard lorsqu'on est
lorsqu'on fait des sorties, ou d'autres petits détails techniques dans lesquels j'embarquerai pas aujourd'hui, mais quand même, il faut garder en tête qu'on a besoin d'une bonne connexion Internet pour utiliser le plein potentiel du clone vocal. La qualité du clone vocal va varier selon la quantité et la qualité des enregistrements vocaux qu'on a soumis. Et dernier petit détail, même quand notre connexion Internet est bonne, il faut garder en tête que lorsqu'on rédige, par exemple, une phrase au clavier puis qu'on demande au clone vocal de l'énoncer à voix haute, il y a un petit délai qui est court, mais quand même qui est présent parce que, dans le fond, il faut, comme je vous le disais, vraiment qu'il y ait génération des phrases par le clone vocal. Donc, il y a comme vraiment un mouvement vers la demande qu'on fait pour la phrase, aller chercher ça dans le serveur d'intelligence artificielle pour que ça revienne en sortie vocale là, chez la personne. Fait que c'est un petit délai, c'est pas grand-chose, mais c'est présent. J'approche vraiment de la fin. Donc, en tout, là, pour conclure un peu, c'est sûr, une belle innovation technologique pour les personnes dont la voix là, va se détériorer. Ça peut, pour certaines personnes, leur redonner l'identité, la dignité, la motivation vocale pour les personnes atteintes. Mais je veux aussi, c'est ça que vous reteniez, que ce n'est pas obligatoire, ni utile, ni prioritaire pour toutes les personnes atteintes de SLA. Ça doit vraiment venir d'une réflexion personnelle qui s'inscrit là, dans un contexte beaucoup plus global là, des besoins et priorités de la personne. Alors, un dernier petit repartage de mon écran. Attendez, avec la sortie vocale. La parole à Monsieur Alec Cooper, qui va pouvoir témoigner de son expérience. Il me fera plaisir de répondre à vos questions après son témoignage. Et voilà, c'est ce qui conclut pour moi. Alors, La fin à mon... Alors, je vous présente, je cède la parole à M. Alec Cooper, et puis je vous laisse ici avec deux petits liens là, vers des interventions médiatiques là, que M. Cooper a faites et avec ma collaboration là, au Centre de réadaptation. Alors, voilà, merci. Ah, OK. Alors, merci Sophie pour l'introduction. Bon, mais j'avais préparé quelques remarques là. Tout d'abord, très professionnel, Sophie, d'avoir mentionné les conflits d'intérêts possibles. Moi, depuis ma retraite en tant que médecin de famille, il y a de cela 2 ans maintenant, je n'ai plus d'intérêt commercial ou conflit. Euh, je demeure professeur de clinique à l'Université Laval à la faculté de médecine et j'ai un certain intérêt à faire la promotion de Eleven Labs puisque cette compagnie a été très généreuse à mon endroit puis à l'endroit de tous les gens qui souffrent de la SLA. Alors, je vois dans les figures ici sur mon écran certains gens qui ont des appareils respiratoires. Je vois des gens en chaise roulante. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la SLA, tout comme moi. Vous verrez que moi, je n'ai pas l'air de quelqu'un de trop souffrant actuellement. Ma maladie se confine à ma main qui devient de moins en moins puissant. Puis j'ai commencé à développer des contractures. Euh, alors voilà, euh, comme ça. Un petit peu de mon histoire. Bref, je suis originaire de Victoria, en Colombie-Britannique. Et j'ai obtenu mon diplôme en médecine à l'Université de la Colombie-Britannique en 1987.
J'ai fait mon école de médecine après avoir fait un bac en langue française, un BA. J'avais des ambitions de servir mon pays d'une façon ou une autre. En fin de compte, j'ai servi dans l'armée canadienne pendant 16 ans et j'ai pratiqué la médecine de famille par la suite et j'ai travaillé dans une salle d'urgence à Québec depuis 1996 quand j'ai laissé l'armée régulière à la base de Valcartier euh, en tant qu'homme nouvellement marié. Depuis 2007, j'enseigne des petits groupes à la faculté de médecine en tant que professeur de clinique. Mes sujets préférés sont l'éthique et les relations médecin-patient. Je prévoyais continuer à exercer la médecine jusqu'à l'âge de 71. J'aurais eu 71 en 2029. Mais en 2023, j'ai commencé à développer des problèmes à la main droite jusqu'au point de ne plus être capable de manipuler les seringues, les porte-aiguilles, les bistouris et d'autres instruments médicaux. En novembre de cette année 2023, j'ai finalement reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, dite SLA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais j'ai juste ajouté que c'est une horrible maladie qui paralyse les gens qui en souffrent progressivement jusqu'à la mort par asphyxie. Alors ça, c'est très morbide comme description, mais c'est ça la situation de la SLA. Je pense que nous connaissons tous cette triste réalité. En moyenne, cette destruction se fait sur une période de 2 à 5 ans. Donc, pour moi, c'était une crise, c'est devenu un problème qui impliquait non seulement mon habileté avec ma main, avec les instruments médicaux, mais peut-être une sentence de mort précoce. Finalement, après beaucoup d'angoisse et de réflexion et de discussion avec ma famille, avec ma femme, en considérant les petits-enfants que je voulais voir grandir, j'ai pris ma retraite rapidement au début de 2024. Un mois plus tard, je suis devenu patient à l'Institut neurologique de Montréal, à l'Université McGill. Pourquoi? C'est surtout parce que j'ai passé 30 ans à Québec à exercer la médecine en français avec des patients francophones. Mais quand il était question de devenir un patient, je préférais vivre cette expérience dans ma langue maternelle. Alors, c'est un milieu très confortable pour moi, puis je prends le temps de voyager à Montréal pour toutes mes visites, à peu près à chaque 2 semaines ce temps-ci. En mars 2025 de cette année, j'ai débuté un essai clinique avec une infusion intraveineuse développée en Belgique. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui se font à, à l'Université McGill. Il y en a ici à l'Université Laval et à d'autres centres médicaux. Et avec SLA Québec, on m'a invité de me joindre au conseil d'administration et de devenir un genre d'ambassadeur. Puis nous sommes en train de faire beaucoup de lobbying auprès du gouvernement fédéral pour avancer les fonds disponibles pour créer d'autres cliniques de recherche clinique à travers le pays dans un réseau. En février 2025, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, autrement dit le CIUS, m'a offert une possibilité à laquelle je n'avais jamais vraiment pensé, la sauvegarde de ma voix.
La SLA privera ses victimes de la parole, mais la technologie de l'intelligence artificielle nous permet désormais de préserver nos voix avant qu'elles ne s'éteignent, non seulement le timbre, mais aussi le rythme, la chaleur, l'émotion, tout comme Sophie a décrit. Alors, en mai 2025, j'ai terminé plus de 2 heures d'enregistrement, moi-même à la maison sur mon équipement informatique avec Sophie. Et moi, j'ai lu des extraits de certains livres préférés, des pages et des pages de Catch-22 de Joseph Heller, un beau roman militaire. Hamlet, As You Like It de William Shakespeare, Winnie l'ourson, Winnie the Pooh d'un autre ancien combattant, Monsieur Milne, et La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, qui décrit très bien l'histoire de quelqu'un qui donne sa voix pour l'opportunité de vivre son amour avec un prince en Danemark, et d'autres livres, ainsi que des phrases que Sophie m'a donné, un genre de liste de phrases où on exprime les émotions comme la joie, le besoin, la surprise, tendresse. Alors voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner une petite partage d'écran. Bon, comment est-ce que je fais ça? Partage. Share. Here we go. OK. Et l'écran, voilà. Alors, on va voir, est-ce que vous voyez ça? Oui. OK. Alors, vous voyez ma petite main là, je fais régénérer. I am the cloned voice of Dr. Alec Cooper. 11 Labs, an artificial intelligence enterprise, created me in English, his native language, but I, his clone, can speak other languages, even languages that Dr. Cooper doesn't know, in his voice and with a perfect accent. Dr. Cooper spent hours reading various texts into a microphone on his own laptop. Those recordings were uploaded, with his permission, to 11 Labs' artificial intelligence software. 11 Labs has graciously used these readings to create me, Dr. Cooper's voice clone. I will be here for the day when his disease takes his own natural voice away. Dr. Cooper will input what he wishes to say into a laptop computer or even an iPhone linked to 11 Labs Cloud. He will input his remarks, questions, and answers locally through typing or eye tracking onto a keyboard, or even directly through a Neuralink grafted onto the surface of his brain. The computer's myriad ons and offs, zeros and ones, coded into binary machine language, will upload into 11 Labs Cloud and download back to his computer at the speed of light. His computer will then send the signal to its own speakers in his own voice. OK. Et puis là, juste... je vais retourner dans le screen sharing. Et laisse-moi voir. Bon. Where is it? How do I do this? Bon, share. Ah. Bon. Est-ce que vous voyez un Google maintenant? Oui? Non? Allô? Oui. Oh, OK. Est-ce que là, vous voyez Google Translate? Oui. Oui. OK. ChatGPT. Oui, ChatGPT. Alors, j'ai fait juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait si je le remplace. OK? Charles Reaching Light, Dr. Alec Cooper, 11 Labs, entreprise d'intelligence artificielle, m'a créé en anglais, sa langue maternelle. Mais moi, son clone, je peux parler d'autres langues, même celles que le Dr. Cooper ne connaît pas, avec sa voix. OK, c'est curieux.
Oui, que ne suis l'âme glory du Dr. Alec Cooper. Hold on. Elven Labs, une entreprise d'intelligence artificielle, m'a créé en anglais. OK. Oui, pour ma démonstration, c'était curieux parce que quand je l'ai offert là, un texte en français, il lisait en français avec un accent français avec ma voix, mais pas avec mon accent. En tout cas, voilà pour ma démonstration. Et je pense que ça conclut un peu ma partie de la présentation. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment fun d'entendre le bon clonage, le cloné de votre voix en anglais et en français. Donc, super cool. Sophie, est-ce que vous avez des autres choses à dire avant que nous commencions à lire les commentaires et les questions? Et c'est le temps pour les questions. Pour ma part, ça fait le tour, mais ça va me faire plaisir de répondre aux questions, réflexions, etc. OK. Ben, la première chose, c'est que plusieurs monde a demandé si possible d'avoir accès à votre PowerPoint. Si oui, juste m'envoyer et je vais partager. Si vous ne sentez pas à l'aise, c'est OK, parce que le monde va avoir accès à cet webinaire sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Je commence à... Oui, je vous enverrai ça dans un deuxième temps. Dans le fond, ce que je propose, c'est d'envoyer le PDF. Fait que c'est sûr que les vidéos, là, les démonstrations vidéo seront ça va juste être comme des captures d'écran, mais si les gens veulent retourner à cet élément-là, ils pourront aller regarder la présentation là, sur le site Internet de la société. C'est là quand vous allez déposer l'enregistrement en cours. Là. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Il y a un commentaire pour vous, Dr. Cooper. Merci pour votre service militaire et médical. Monsieur Martel a demandé où ils peuvent procurer ces listes de phrases utiles à enregistrer. Est-ce que ça veut dire parler avec son orthophoniste, Sophie? Ben, ça pourrait être ça. Pour avoir quelque chose de vraiment pertinent et ajusté, ça serait ça l'idéal. Ceci dit, la liste dont M. Cooper parle est disponible sur Internet. Je pourrais, là, c'est parce que je ne l'ai pas sous la main là, nécessairement au moment où on se parle, mais je pourrais peut-être l'ajouter dans le lien dans ma présentation qui vous sera remise en PDF, là, dans la section qui parle de la banque de messages personnalisés, je pourrais rajouter le lien. Là, dans le fond, moi, c'est une inspiration un peu personnelle là, que j'ai proposé ça, excusez-moi, à M. Cooper. C'est sur le site, dans le fond, de Acapella My Own Voice. La compagnie qui fait la voix de synthèse personnalisée encadre aussi, propose aussi là, un encadrement pour les banques de messages personnalisés. Fait que c'est cette liste-là que j'avais soumis à M. Cooper. Fait que je pourrais vous donner le lien, mais il y aurait certainement d'autres listes qui seraient valides et utiles, puis on pourrait avoir une approche plus personnalisée. Mais pour répondre à la question, je vais pouvoir donner le lien. Merci beaucoup. Juste pour tout le monde, si vous regardez dans le chat, Sophie avait ajouté l'adresse web de Eleven Labs pour l'information comment faire la démarche pour appliquer pour ce service. Donc, juste regardez dans le chat. Est-ce qu'il y a du monde nous avons fait le tour du chat? Est-ce qu'il y a du monde qui a des questions ou des commentaires que vous aimeriez partager maintenant? Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre microphone. Oui, Monsieur Langlois, je vois. Oui, c'est beau. J'ai commencé à être intéressé par le processus. J'imagine que si la voix est trop atteinte, c'est trop tard. Je ne sais pas. Pour Non. faire le clone vocal? Oui. Ben, c'est sûr que ce qui nourrit la voix, le clone vocal, c'est les échantillons qu'on soumet. Donc, si on soumet des échantillons qui sont altérés, ben, le résultat va être altéré lui aussi, mais des fois, ça peut quand même, en ayant ça en tête, là, ça peut être un compromis qu'on est prêt à faire. Je ne pourrais pas retrouver ma voix totalement saine, mais c'est encore quelque chose qui est assez proche de moi et auquel je tiens. Alors, on pourrait décider, on pourrait le tester, puis après ça, c'est toujours
comme je le disais, là, une balance des inconvénients, puis des efforts, puis des bénéfices, là, tu sais, mais on pourrait se dire, ben, je tente ma chance. Si le résultat me satisfait, le temps venu, j'utiliserai le clone vocal. Si le résultat ne me satisfait pas, ben, je pourrais utiliser une voix de synthèse générique, là. C'est arrivé à un de mes patients, là, ben, avant que le clonage vocal soit plus connu là, et disponible, là, c'est arrivé à un de mes patients qui avait fait sa voix de synthèse personnalisée avec des enregistrements de sa voix qui commençaient quand même à être altérés, puis finalement, lui, il n'était pas satisfait là, du résultat final, fait qu'il l'a simplement mis de côté, puis aujourd'hui, il utilise la voix de... OK. Mais c'est ça, si je peux intervenir aussi, c'est tout simplement un choix. Moi j'utilise souvent l'exemple de Stephen Hawking, qui avait une voix de synthèse et qui permettait de former des phrases écrites sur l'ordinateur, puis après ça, l'ordinateur le parlait avec la voix que nous connaissons tous, avec toutes ces interventions en astrophysique. Je pense qu'il y a plusieurs façons de communiquer. C'est sûr que le cloning, c'est le top de la technologie actuelle. Mm. Mm. Oui, Monsieur Langlois? Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Là, c'est sûr que nous, l'information du clonage vocal est arrivée un peu tard. On n'a pas trop... et puis là, actuellement, elle a une grande fatigue aussi à parler quand elle parle. Après 2 phrases, ça commence à être difficile. C'est ça. On va voir. On va essayer en tout cas, de faire des démarches quand même, là. Je n'étais pas tout à fait là au début complètement. Probablement que vous avez donné la façon de faire pour les démarches pour aller vers ça, là, vers le clonage. Mais en tout cas, on va essayer. On va peut-être essayer. Ouais. C'est pour Merci. mon épaule, dans le fond. Ouais, je ne sais pas à quel moment de la présentation vous êtes arrivé, mais tu sais, si je comprends que c'est pour votre conjointe, Oui, oui, oui. C'est ça. si vous détenez des enregistrements antérieurs de sa voix ou des personnes dans votre entourage qui auraient eu des messages sur leur boîte vocale Ah, ok, ouais. ou des vidéos de famille, ou est-ce que là, mettons, avec un petit... Là, c'est sûr que c'est des petites démarches techniques qui se surajoutent, mais des fois, on pourrait, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous soutenir, peut-être faire un petit montage où est-ce qu'on va vraiment aller mettre bout pour bout les interventions de votre conjointe. Fait que ça peut être quelque chose qui est envisageable. Là. Et la démarche pour enclencher tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'on appelle à la compagnie EvenLab ou Non, ben en fait, elle n'est même pas au Canada, là, donc non, c'est pas par appel téléphonique, c'est vraiment plus vous pourrez le retourner dans le fond là, ou aller cliquer là, dans la bulle, dans la conversation, là, il y a un lien vers la compagnie Eleven Labs qui vous indique un peu comment créer un compte. Fait que c'est un peu comme au début, c'est un peu quand on se part, mettons un nouveau courriel, on doit s'identifier, tout ça. Donner notre courriel, donner notre diagnostic, fournir un rapport médical qui atteste de notre diagnostic, fournir les coordonnées de notre orthophoniste traitante ou ça pourrait être quelqu'un, mettons, s'il y en a qui n'ont pas encore d'orthophoniste qui sont attitrés, ça pourrait être, je pense que ça pourrait être admissible, mettons, je ne sais pas moi, l'infirmière de la clinique des maladies neuromusculaires à laquelle vous êtes rattaché. Donc, fait que ça va, il faut comme faire ce premier processus-là d'inscription pour se qualifier au programme, là, dans le fond, de gratuité là, qui est offert pour les personnes qui ont la SLA. Puis ensuite, de façon très pas à pas, là, mais ça, je ne l'ai pas, même si vous l'avez manqué, je ne l'ai pas décrit parce que c'est bien trop technique puis long. Là, puis, mais il y a une vidéo sur le site Internet de la compagnie qui, lui, montre vraiment le pas à pas. On peut mettre sur pause à chaque sous-étape puis faire le faire en simultané. Là, donc, oui, Sophie et Monsieur Langlois, je pense que même moi, j'ai été mis en contact avec Sophie par l'entremise de mon CLSC et de ma physiothérapeute
et occupational therapist. J'ai oublié en français. Ergothérapeute. Mon ergothérapeute au Ouais. CLSC qui m'a mis en contact ici à Québec. Je ne sais pas, vous n'êtes pas à Québec, j'imagine, vous êtes... Non, je suis dans la Beauce, Ouais, OK. pas Mais de loin. toute façon, c'est vraiment, c'est une bonne idée pour tout le monde de poser des questions au CLSC. Il y a de fortes chances qu'ils vont dire, mais j'en ai jamais entendu parler, mais c'est vraiment leur responsabilité en tant que contact de la grande bureaucratie de Santé Québec. Ouais. Puis, s'ils sont bons, là, ils vont trouver la réponse pour vous, puis ils vont vous brancher dans la ressource le plus près de vous. Dans la Beauce, c'est sûr que ce serait l'IRDPQ, l'Institut de réadaptation. Non, je vous corrige là-dessus. Ah, On ne c'est ça. dessert pas la rive sud de Ah, oh, Québec. oui, c'est ça, c'est C'est Lévis. c'est une autre chose. C'est le C'est l'autre- CRDPCA, le Centre d'adaptation aux déficiences physiques de Chaudière-Appalaches. Ouais. Mais Nous avons des autres questions. Est-ce que je peux continuer avec ça? Merci beaucoup. oui, merci. Ça, c'est de Madame Poirier. J'ai beaucoup de vidéos où j'ai animé, mais je ne suis pas le seul à intervenir. Est-ce que c'est possible de les utiliser si j'en ai quelques-unes ou je suis seule à intervenir? ben, comme je le disais à M. Langlois, dans le fond, il y aurait une étape là, technique supplémentaire à réaliser qui serait de faire du montage audio de vos enregistrements. Fait que, mettons que vous avez une vidéo, on dit, pour dire de quoi, là, de 20 minutes où est-ce que quelques personnes interviennent, ben, il existe des logiciels ou des applications de montage où est-ce qu'on pourra aller retirer les interventions de toutes les autres personnes et ne conserver bout à bout que vos interventions à vous. Donc, ça serait ça qu'il faudrait faire parce que sinon, la voix des autres personnes va venir contaminer l'échantillon puis ça ne va pas donner un bon résultat. Merci beaucoup. Autre question de Norm McIsaac. Moi, j'ai sauvegardé ma voix à l'aide de Model Talker et j'ai des enregistrements de ma voix avant d'être diagnostiquée. Est-ce qu'on pourrait me faire une voix à Eleven Labs? Probablement. Dans le fond, je ne connais pas bien l'interface de Model Talker. Je sais que ça existe, je ne connais pas bien leur interface, mais pour connaître d'autres compagnies là, jumelles un peu, là, effectivement, si vous êtes capable de télécharger les enregistrements que vous avez faits pour Model Talker en fichier, effectivement, ces fichiers-là pourront être glissés dans votre compte Eleven Labs pour créer votre clone vocal. Et je sais, pour eux qui fréquentent l'Institut neurologique de Montréal, leur orthophoniste est consciente et travaille aussi avec Eleven Labs. Donc, n'hésite pas, eux qui sont des patients de la clinique SLA au neuro, de jaser avec votre orthophoniste là-bas. Est-ce qu'il y a des autres questions ou des commentaires à partager? Vous pouvez lever la main ou mettre ça dans le chat. Juste un, c'est que je suis pas le seul médecin à Québec. J'ai mon bon ami Jean-Pierre Canuel qui n'a pas fait une sauvegarde de sa voix. Il a perdu à peu près la totalité, 99% de sa voix. Quand il parle, c'est comme si sa bouche était pleine de bile, parce qu'on ne peut pas bouger la langue, etc. Mais il existe quelques entrevues qu'il a fait lorsqu'il parlait au début de sa maladie, il y a 10 ans. Puis il y a des démarches pour intégrer ses paroles pour créer une voix pour lui. Et l'autre chose, c'est que cette technologie d'intelligence artificielle est en pleine croissance très rapide. C'est une explosion de technologie. Donc, il y a raison de garder espoir pour ceux qui ont perdu la voix. Il y a raison de garder espoir. Merci pour ça.
Si je peux ajouter quelque chose à cet égard, par rapport à l'espoir et à la démocratisation de ce produit-là, tu sais, dans le fond, dans les produits Apple, ceux qui ont des produits Apple récents, là, tu sais, téléphone, iPad, tu sais, il y a une fonctionnalité qui est assez récente dans l'iPad qui est la voix personnelle, qui permet, dans le fond, de créer une espèce de clone vocal. C'est juste que moi, j'en parle peu là, dans ma pratique, puis je le maîtrise même peu parce qu'il n'est pas encore disponible en français. Mais le jour où ce sera possible, dans le fond, ça pourra être une alternative intéressante. Puis pour les personnes anglophones, ça peut déjà être une option intéressante à considérer, là. Ça s'appelle comment, le... Ça s'appelle voix personnelle. C'est une fonctionnalité là, des produits Apple qui sont récents là, en iOS. Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais 18 et plus, là, je crois. Mais ça, c'est sûr que si ma mémoire est bonne, encore une fois, à vérifier, je crois qu'il faut réaliser des enregistrements. On ne peut pas le faire avec des enregistrements antérieurs de notre voix, mais je pense que ça va devenir peut-être plus courant que monsieur, madame, tout le monde crée, quand ça va être disponible dans toutes les langues, crée son clone vocal à l'intérieur de son appareil électronique personnel Apple. Donc, voilà. OK. Parce qu'il y a des reconnaissances de timbres par rapport dans les institutions bancaires. Des fois, ils font des reconnaissances de timbre vocal pour prouver l'identité de la personne. Fait que, j'imagine que ça évolue aussi, là. Bon. Est-ce que j'avais fait un regard vite sur mon téléphone si j'ai cette chose? Et oui, c'est possible. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des autres questions? Est-ce qu'il y a des autres commentaires à partager avec Sophie ou avec Alec? J'aurais une question, là. Oui, Monsieur Martel. Est-ce que, moi, je suis juste un aidant, disons, de la SLA. Est-ce que la personne doit remplir ou la compagnie doit remplir des engagements à ne pas divulguer tous ces renseignements-là à des tierces, à des personnes malveillantes qui pourraient utiliser la même voix pour des choses? C'est vraiment une bonne question, Monsieur Martel. Puis on n'a pas couvert cet aspect de cette technologie, mais effectivement, je pense, Sophie, moi j'ai accès à ma voix. Quand on a débuté, nous deux, Sophie et moi, on était capables d'accéder, mais hier on a essayé, toi tu n'étais pas capable. Mais c'est une question, je pense qu'on ne voit nulle part un genre de garantie que votre voix ne peut pas être détournée ou hijackée. C'est la même chose que votre compte de banque ou votre carte de crédit. Il y a des mesures de sécurité. Et déjà, l'intelligence artificielle est utilisée pour faire l'imitation de grand-maman qui a fait une chute et qui a besoin d'argent pour appeler l'ambulance, etc., etc. Donc, comme toute procédure médicale, il y a des indications et des avantages et il y a des risques et des inconvénients et des désavantages. C'est tout ce qu'on peut dire. Si je peux poursuivre dans la lignée, c'est sûr là, qu'il n'y a jamais rien de sûr et certain. Puis surtout, je ne connais pas là, dans le fin détail là, tout l'aspect, les contrats juridiques que cette compagnie-là peut avoir. Ceci dit, je sais qu'ils mentionnent avoir une rigueur par rapport à ça, qu'ils ont une grosse équipe d'avocats et tout ça là, qui travaillent avec eux. Puis, dans le fond, M. Cooper, comme il n'en a pas encore besoin pour suppléer à une voix altérée, dans le fond, là, il est dans son compte à lui, puis il génère sa voix. Mais il ne l'utilise pas encore dans une application de communication. La plupart de mes clients sont dans un autre cas de figure, là. Donc, juste mentionner au niveau sécurité, une fois qu'on a complété le processus, puis qu'on a généré la voix, puis qu'on est prêt à l'utiliser dans une application tierce, on pourrait dire ça comme ça, il y a quand même un gros processus de validation
de l'identité vocale. Donc, parce que comme je vous ai dit dans la présentation, au départ, Eleven Labs, ce n'est pas un produit à usage médical. C'est comme venu avec la bande, avec la bonne technologie qu'ils ont développée. Ça a fini par, dans le cas qui nous occupe, être cet usage-là, mais ce n'est pas ça leur principale activité, là, disons ça comme ça. Fait que quand le patient est prêt à utiliser sa voix, si ça, dans plusieurs des cas, la parole est altérée, donc c'est comme s'il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de concordance entre la voix saine qui a été faite par Eleven Labs puis la voix naturelle de la personne qui est altérée. Fait que, parce que leur processus d'identification, c'est ça, c'est d'arriver à faire de faire vraiment comme une vérification de l'identité vocale. Fait que pour contourner ça, pour les personnes qui ont perdu la capacité de parler avec leur voix antérieure, mais il y a un gros processus. Je l'ai fait avec une patiente. Il y a comme vraiment tout quand même un processus qui est, on pourrait dire, un peu compliqué, mais qui est sécuritaire, là, de multivalidation, réenvoi de documents médicaux qui attestent de la maladie, qui attestent de l'incapacité à faire le match vocal, avec double identification et tout ça. Donc, avant de vous délivrer, on pourrait dire ça, avant de vous livrer le clone vocal qui va être utilisé dans des applications tierces, il y a un processus de sécurité. Après ça, le niveau de sécurité, je ne pourrais pas en témoigner, mais je sais qu'il y a quand même vraiment des démarches qui sont entreprises en ce sens. Merci beaucoup, Sophie. Oui, M. Martel. Tout d'abord, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis vraiment content de cette avancée pour les personnes atteintes. C'est inestimable. Moi, je proposerais, si mon humble perception de mandater SLA Québec concernant les aspects juridiques de cette dimension, ou peut-être faire des approches ou des représentations auprès du gouvernement pour mettre de l'emphase pour protéger nos gens qui atteignent déjà. Si, je sais que ce n'est pas notre intention, mais si, en plus de la maladie, on développe d'autres problèmes financiers dus à ça, mais je ne sais pas. En tout cas, pour résumer, si SLA Québec, vous pouvez, avec son contentieux peut-être juridique, voir les tenants et aboutissants de cela. Je ne sais pas si ça pourrait être intéressant. C'est vraiment un bon point. On va se parler avec notre contact, Maître Gay, qui est, elle est avocat spécialisée avec les choses reliées à la santé. Elle avait fait plusieurs webinaires pour nous. Donc, c'est certainement quelque chose que nous pouvons discuter avec elle. Si elles peuvent faire quelque chose relié à l'avancement des technologies et des questions éthiques et légales avec ça. J'aimerais partager un commentaire que Norm avait fait, Monsieur Martel, quand vous avez ouvert votre discussion ou votre point, vous avez dit « Je suis juste une aidante ». Norm avait dit qu'il ne faut pas dire ça, tu joues un rôle clé. Et je veux vraiment souligner ça pour tous les gens qui sont des personnes proches aidantes dans la salle. Vous êtes vraiment importante et vous n'êtes pas juste une aidante. Donc, merci Norm pour rappeler ça à tout le monde. Est-ce que... Oui. Juste pour ajouter brièvement, je pense que moi, je suis rendu à la conclusion que c'est pire pour les aidants naturels que pour les gens souffrant de la maladie eux-mêmes. C'est quelque chose. Moi, je le vois comme ça. La personne qui souffre a accès à son propre réserve de courage et de force, mais l'aidant naturel, le proche aidant, est souvent abandonné, donc difficile. Merci pour ça. Merci pour ça. On va continuer. Est-ce qu'il y a des commentaires, derniers commentaires? Nous avons juste quelques minutes qui restent pour cet webinaire. Est-ce qu'il y a des dernières questions pour Sophie ou pour Alec? Derniers commentaires? Moi, je dois admettre que je trouve cette technologie vraiment fascinante.
comment les technologies avancent tellement rapidement. Je suis en accord avec vous, Monsieur Martel, que nous devons vraiment penser des choses reliées à l'éthique et des choses comme ça et d'assurer que c'est safe pour tout le monde à utiliser. Mais la chance, la possibilité d'exprimer dans votre propre voix doit être comme un cadeau de ciel. Donc, vraiment, c'est vraiment intéressant. Je ne vois pas des autres commentaires, des autres mains qui veulent faire une question. Donc, je veux remercier tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Et oui, je laisse ça à vous, Alec. Non, Madame Lorrain, non? Ah Oui, oui, je suis désolée, je n'ai pas vu ta main, Madame Lorrain. Non, je n'ai pas. Non, j'écoutais. Il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour. OK. S'il n'y a pas des autres questions ou autres commentaires, on va se terminer cet webinaire. Et oui, Madame Jacques, merci pour toute votre présence. Donc, merci tout le monde. Je vous souhaite vraiment une belle après-midi et à la prochaine. Merci. Prochaine. Yeah.